Imaginez que l'univers autour de nous n'est pas du tout silencieux. Elle parle en permanence, mais nous ne comprenons pas toujours ce que nous entendons exactement. Des centaines de radiotélescopes à travers le monde scrutent l'espace 24 heures sur 24 à la recherche de signaux d'origine inconnue. La plupart d'entre eux sont des phénomènes naturels, mais parfois, il apparaît des données qui laissent les scientifiques perplexes. Et le plus intéressant, c'est que certains de ces signaux proviennent de galaxies si lointaines que leur lumière mettrait des milliards d'années pour atteindre la Terre. S'agit-il de processus cosmiques ordinaires ou de quelque chose que nous ne sommes pas encore en mesure d'expliquer? Peu de gens y pensent, mais en réalité, l'univers n'est pas silencieux. À plusieurs reprises, les scientifiques ont enregistré divers signaux étranges provenant des profondeurs de l'espace. La nature de certains d'entre eux nous est déjà claire, tandis que d'autres restent encore un mystère. La NASA surveille l'espace 24 heures sur 24, enregistrant tous les signaux d'origine inconnue. L'essentiel est qu'ils ne menacent pas notre planète. Il convient de noter que la NASA met principalement l'accent, dans ses observations, sur les signaux qui pourraient théoriquement provenir de civilisations extraterrestres. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un signal qui nous est parvenu d'une galaxie située à 9 milliards d'années-lumière de nous. Quelle est la nature d'une telle découverte? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Pour capter les signaux provenant de l'espace, on utilise des radiotélescopes spéciaux. Même les bruits les plus insignifiants ne peuvent échapper à de tels appareils. Ces appareils nous sont tout simplement indispensables, car sans eux, l'homme n'est pas capable de capter tous les signaux venant de l'espace, ni d'en distinguer la nature. Les technologies modernes surveillent en continu diverses fréquences, les comparent à celles déjà enregistrées par les radios et les intègrent dans une base de données unifiée des signaux cosmiques. Il convient de noter que l'origine de la plupart des signaux nous est connue. Souvent, ils proviennent de régions de l'espace qui nous sont connues, et nous savons comment ils sont apparus. Parfois, nous rencontrons des signaux qu'il n'est pas si facile de comprendre. Cela prend pas mal de temps, mais finalement, leur nature est élucidée. Cependant, il arrive rarement, mais tout de même, que nous rencontrions des signaux comportant des technosignaux, des signatures et des marqueurs technologiques. Ce sont des fréquences qui témoignent de l'intervention de certaines technologies. En janvier 2023, des scientifiques du Canada et de l'Inde ont réussi à détecter le signal le plus lointain jamais découvert dans l'espace. Ce n'est pas simplement un signal, mais un signal d'hydrogène atomique neutre. Comme on le sait, l'hydrogène est un élément très important pour l'univers et il joue le rôle d'un véritable bâtisseur cosmique. Puisqu'il s'agit du signal d'hydrogène le plus lointain, il va nous aider à en apprendre davantage sur l'univers tel qu'il était il y a 8 milliards d'années. C'est exactement le temps qui s'est écoulé entre le moment où le signal s'est formé et celui où il a été détecté. Cela a été rendu possible grâce à un gigantesque radiotélescope à ondes métriques situé en Inde. Et c'est vraiment une découverte unique en soi, car généralement la durée des signaux de ce type est bien moindre. La détection de ce type de signal a été rendue possible en grande partie grâce à l'effet de lentilles gravitationnelles. C'est précisément grâce à cet effet que nous pouvons voir quels objets dans l'espace sont situés plus loin que d'autres. À mesure que la distance augmente, la forme se déforme davantage. La même chose s'est produite avec le signal dont l'âge est d'environ 9 milliards d'années. Cet effet a considérablement augmenté sa puissance.
Il en résulte que l'effet de lentille gravitationnelle peut affecter aussi bien les ondes lumineuses que les ondes radio. Arnab Chakraborty, scientifique canadien et l'un des découvreurs du signal radio le plus lointain, souligne également l'importance d'une telle découverte. Il existe des signaux radio très différents dans la galaxie. Pendant tout ce temps, nous aurions pu capter un signal provenant d'une galaxie 10 fois plus proche qui existe, cela limitait considérablement nos connaissances. Nous savons maintenant avec certitude que l'effet de lentille gravitationnelle s'applique aux ondes radio, ce qui signifie que dans nos recherches, nous ferons des progrès significatifs en ayant la possibilité d'étudier les recoins les plus éloignés de l'univers. Bien sûr, ce processus demande énormément de temps, car comme vous le comprenez, les signaux ne nous parviennent pas en un jour, ni même en un an. Les scientifiques ont également réussi à découvrir que le signal provenait de la galaxie SDSS J0 826 + 563 0. Il est apparu là-bas à une époque où l'âge de l'univers n'était que de 4,9 milliards d'années. Et bien sûr, la question principale restait, existait-il à cette époque dans la galaxie SDSS J08 26 + 5 630 des êtres intelligents capables de générer un tel signal? Ou bien est-il d'origine naturelle? Les signaux qui proviennent des recoins éloignés de l'espace et non des galaxies voisines n'atteignent pas toujours notre planète. Ils disparaissent simplement dans l'immensité de l'univers. Les signaux qui atteignent la Terre proviennent souvent d'une source très puissante. Une telle source peut être par exemple une explosion de supernova ou un pulsar. Un cas intéressant s'est produit en 2019. À cette époque, en Australie, à l'observatoire de Parkes, ils ont capté un signal provenant de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du système solaire. D'ailleurs, le signal a été enregistré dans le cadre d'un programme spécial dont le but est de détecter précisément des signaux d'origine artificielle. Cependant, il était impossible d'obtenir rapidement des données sur l'origine du signal détecté. L'étape de traitement, qui comprend de nombreux tests et filtres, prend généralement beaucoup de temps. C'est indispensable pour que les données apparaissent réellement. Были корректны, чтобы исключить вероятность ошибки. Le signal a été nommé BLC1, le signal. Les informations à son sujet ont été rendues publiques en décembre 2020 dans le journal britannique The Guardian. Et ce n'était pas la bonne décision, car l'étape de vérification n'était pas encore terminée. Dans la publication, le signal a été qualifié de technosignature, un signe de l'existence de civilisations extraterrestres. Pour confirmer la théorie, il fallait détecter à nouveau le signal, mais cela ne s'est pas produit. Et un an plus tard, les scientifiques, en utilisant le principe de Copernic, ont finalement déterminé que BLC1 n'était pas un signe de l'existence d'êtres intelligents extraterrestres. Où en est-on actuellement avec les signaux extraterrestres potentiels? À l'heure actuelle, 8 nouveaux signaux ont été découverts qui pourraient provenir d'une civilisation extraterrestre. Les signaux détectés ont été soumis à une analyse plus approfondie car les capacités d'analyse se sont aujourd'hui considérablement accrues, surtout avec l'utilisation généralisée de la technologie de l'intelligence artificielle. En conséquence, tous les 8 signaux ont révélé ce que l'on appelle des technosignatures. Cela signifie que l'origine des signaux n'est pas terrestre ni issue de sources déjà connues. Nous pouvons avoir confiance en cette information car dans ce cas, les scientifiques ont utilisé de nouveaux algorithmes pour séparer les signaux des différentes interférences et bruits. Tout cela afin de ne pas répéter la situation désagréable avec BLC1. Au cours de l'étude de 8 signaux mystérieux, nous avons traité des données d'une taille de 150 téraoctets. Nous avons découvert que la largeur de bande des signaux est assez faible. C'est l'une des caractéristiques typiques des technosignatures. Cependant, il y a un fait qui remet en question l'hypothèse selon laquelle le signal provient de technologies de civilisation extraterrestre. Tous ces signaux n'ont pas été détectés à nouveau, c'est-à-dire qu'ils étaient uniques. Si ces signaux venaient de technologies extraterrestres, il est improbable qu'il n'y en ait qu'un seul. Il est plus probable qu'il s'agirait d'un message codé, composé d'une série de signaux du même type. Puisque nous avons affaire à des signaux isolés, il est difficile de les analyser pleinement et de connaître leur origine exacte.
Et encore une fois, tant de questions restent sans réponse. À l'avenir, les signaux venus de galaxies lointaines nous aideront à en apprendre davantage sur ces coins de l'univers où les sondes d'exploration ne sont pas encore allées. Dès que nous approfondissons le sujet des signaux cosmiques d'origine inconnue, nous comprenons à quel point cette partie de la science spatiale est mystérieuse. Il y a assez d'histoires pour une dizaine de romans de science-fiction. Même si, pour l'instant, pratiquement tous les signaux détectés sont d'origine naturelle, beaucoup gardent l'espoir d'enregistrer un jour un signal provenant d'une civilisation extraterrestre. Ou finalement, mieux vaut peut-être éviter. Peut-être que cela ne signifiera rien de bon pour nous. Peut-être qu'il ne vaudrait mieux pas chercher à entrer en contact avec des êtres extraterrestres. Et vous, qu'en pensez-vous ? Existe-t-il, en dehors de la Terre, un endroit qui pourrait devenir le foyer des terriens du futur ? C'est l'une des questions les plus importantes auxquelles l'humanité est confrontée. Vous avez sûrement entendu parler de nombreux programmes visant à rechercher des exoplanètes semblables à la Terre qui pourraient un jour accueillir l'humanité. Mais savez-vous qu'une telle planète est peut-être bien plus proche que nous le pensons et qu'elle se trouve dans le système solaire ? Et non, il ne s'agit pas de Mars. D'ailleurs, on ne peut même pas appeler cette potentielle nouvelle Terre une planète, car il ne s'agit que d'un satellite. Je parle de Titan, le satellite de Saturne, la seule lune du système solaire qui possède une atmosphère dense et un paysage assez varié, traversé par des rivières et des lacs. Quel est donc cet objet et quel intérêt présente-t-il pour les terriens ? La colonisation de Titan n'est-elle donc pas de la science-fiction, mais une perspective tout à fait réelle ? Que savons-nous de Titan ? En réalité, nous en savons pas mal. Titan est l'un de ces objets que nous connaissons depuis de nombreux siècles. Le satellite a été découvert en 1650 par l'astronome néerlandais Christian Huygens, inspiré par les expériences de Galilée. Et pendant près de 2 siècles, il est resté sans nom, jusqu'à ce qu'en 1847, John Herschel lui donne enfin un nom. Qu'est-ce donc que ce mystérieux satellite de la gigantesque planète qui ressemble lui-même davantage à une planète ? Titan est assez grand. Il est plus grand que Mercure, bien qu'il soit moins massif. Si l'on compare Titan à la Lune, il a un rayon environ 50% plus grand, un volume 3,24 fois supérieur, et il est 80% plus lourd que notre satellite nocturne. La gravité sur Titan est 7 fois plus faible que sur Terre. Mais l'unicité de Titan ne réside pas dans sa taille, mais dans son atmosphère dense et étendue, presque 4 fois plus dense que celle de la Terre et ayant une épaisseur de plus de 400 km, ce qui fait de Titan le seul satellite du système solaire à posséder une atmosphère aussi importante. De plus, sa composition est assez proche de celle de la Terre. En effet, l'élément principal qui compose l'atmosphère de Titan est l'azote, dont la teneur atteint environ 95%. Le premier engin spatial à avoir survolé Titan fut Pioneer 11, dont la mission consistait à étudier Saturne, mais aussi Jupiter. Cela s'est produit en 1979. Un an plus tard, la sonde Voyager s'est approchée encore plus près du satellite. Les sondes ont pris plusieurs photos, mais elles se sont révélées trop floues pour distinguer le moindre détail. Un peu plus de lumière sur l'apparence de la surface de Titan a été apportée par le télescope Hubble dans les années 90. Ce sont précisément les images prises par celui-ci qui ont indiqué que la couleur orange du satellite était due à sa brume de méthane, ce qui ne permettait de distinguer le relief qu'approximativement. À quoi ressemble Titan à la surface sous le voile de brume de méthane est resté un mystère pendant de nombreuses années. Mais tout a changé lorsque la NASA a lancé le vaisseau spatial Cassini, dont la mission consistait à étudier Saturne et ses satellites. Le vaisseau transportait à son bord la sonde Huygens et le 14 janvier 2005, elle a réussi à atterrir sur Titan. Qu'ont vu les scientifiques en recevant les images de la surface ? En effet, un spectacle fantastique s'est offert à eux. Titan s'est révélé plus semblable à la Terre qu'on ne l'aurait imaginé. C'est le seul objet du système solaire, à part notre planète, dont la surface est couverte de rivières, de mers et de lacs. De plus, le cycle des liquides sur Titan s'effectue de la même manière que sur Terre.
Le contenu des plans d'eau s'évapore, puis revient à la surface sous forme de précipitation. Ne vous réjouissez pas trop vite. Bien que Titan ressemble à la Terre, il évoque plutôt des images sinistres de paysages post-apocalyptiques. Un paysage désertique et rocheux, un brouillard orange et des rivières qui ne sont pas faites d'eau mais de méthane liquéfié. Ce sont précisément des pluies de méthane qui, selon les scientifiques, tombent sur Titan. Il n'y a évidemment pas d'oxygène dans l'atmosphère. Mais ce n'est même pas le pire. Quelle est la température sur Titan ? Hélas, elle est la moins adaptée à l'homme. À la surface du satellite, la température est d'environ moins 179 degrés Celsius et elle est si basse que la glace, qui est abondante sur Titan, ressemble davantage à de la pierre par sa structure. Et dans certaines régions, il y a des cryovolcans qui éjectent de l'eau, de l'ammoniac et du méthane de leur profondeur. Comme vous pouvez le voir, les conditions sur Titan sont très rudes et mortelles pour l'homme. Bien que ce satellite présente une certaine ressemblance extérieure avec la Terre, vous n'auriez clairement pas envie de faire vos valises et d'y déménager dès demain. Mais pourquoi l'exploration et la colonisation de Titan sont-elles si attrayantes pour les scientifiques terrestres ? Peut-être que tout n'est pas si mauvais sur Titan ? Quel est le potentiel de ce satellite ? Quel intérêt représente-t-il pour la Terre ? Il faut commencer par dire que Huygens, qui a atterri sur Titan et a transmis des images de là-bas, est devenu pour les terriens une véritable machine à remonter le temps. En effet, Titan est pratiquement identique à la Terre toute jeune. Notre planète était pratiquement la même avant que la première vie organique n'y apparaisse. Savez-vous que l'atmosphère de la Terre ne s'est pas enrichie tout de suite, mais seulement à la suite d'une photosynthèse active ? развивающейся флоры. À l'époque où la Terre était sans vie, son atmosphère était totalement différente. Oui, il fait beaucoup plus froid sur Titan que sur Terre, mais cela n'exclut pas la possibilité que, peut-être, la première forme de vie soit déjà en train de naître dans les lacs de Titan. Ces formes peuvent en effet différer totalement de celles de la Terre. Imaginez simplement quelle occasion incroyable pour les scientifiques Tacho de jeter un œil sur notre passé et de percer l'un des plus grands mystères de l'univers. La naissance de la vie sur Terre. Mais l'intérêt purement scientifique est-il le seul objectif que l'humanité puisse poursuivre sur Titan ? Pas du tout. Il existe des objectifs plus simples et plus importants, comme par exemple l'obtention d'un carburant précieux. Le satellite est riche en hydrocarbures, qui constituent le principal carburant sur Terre. Et dans les conditions d'épuisement constant des ressources de notre planète, c'est un véritable Eldorado. Des rivières et lacs de méthane et d'éthane sur le satellite pourraient te servir de matière première à la fabrication de carburant pour fusées. Et l'atmosphère de Titan, malgré tous ses inconvénients, présente aussi d'énormes avantages. D'un côté, la gravité réduite facilitera le transport des charges. D'un autre côté, une atmosphère dont la densité est presque 4 fois supérieure à celle de la Terre peut être très efficace pour le fonctionnement des éoliennes et la production d'électricité. Dans la revue scientifique de Space Monitor, il est noté que Titan est un endroit où les humains pourraient très bien survivre, malgré toutes les difficultés. L'oxygène peut être généré artificiellement, et les hydrocarbures peuvent être utilisés par la colonie pour subvenir à ses besoins vitaux. Le méthane, l'azote et l'ammoniac sont d'excellentes matières premières pour les engrais nécessaires à la culture végétale. De plus, Titan pourrait pratiquement devenir le centre de l'économie mondiale. Si un jour le développement de l'énergie thermonucléaire atteint un niveau élevé, il y aura un grand besoin de deutérium et d'hélium-3, dont les réserves sur Terre sont extrêmement faibles, mais qui sont présents en grande quantité sur Saturne. Et Titan pourrait devenir une sorte de point de transit pour l'extraction et le transport de ces substances. Imaginez simplement à quel niveau l'humanité pourrait accéder si elle avait la possibilité d'extraire les ressources dont elle a besoin sur d'autres planètes. Cela ressemble vraiment à de la science-fiction. Il n'est pas surprenant que la colonisation de Titan soit devenue le sujet de nombreuses œuvres artistiques, de films et de livres, et qu'elle inspire les auteurs de science-fiction du milieu du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. L'idée que notre nouveau foyer potentiel puisse se trouver tout près, à l'intérieur du système solaire, et non sur de lointaines exoplanètes mystérieuses, est sans aucun doute très excitante et inspirante. Mais est-ce vraiment si simple ? Quelles difficultés les colons pourraient-ils rencontrer ?
Bien sûr, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la température très basse et une atmosphère toxique, impropre à la respiration. Mais si ce problème peut être résolu en construisant des dômes avec des combinaisons de protection et en générant de l'oxygène, la faible gravité pourrait jouer un mauvais tour aux colons. Cela facilitera la vie et les déplacements, mais provoquera inévitablement de sérieux problèmes de santé. Les muscles perdront rapidement en force et en volume, et les os deviendront plus fragiles. Les colons devront littéralement passer des heures à faire des exercices physiques intenses, sinon leurs corps s'affaibliront et vieilliront rapidement. Et qu'en est-il de l'eau ? Nous en avons besoin pour vivre, mais on ne peut pas se désaltérer avec du méthane liquide. Certains pensent qu'il y a de l'eau sur Titan sous forme d'océan souterrain, mais elle contient tellement de sel qu'elle est impropre à la consommation humaine. On peut théoriquement extraire de l'eau de la glace fossilisée, très présente à la surface de Titan. Mais pour cela, il faudrait construire un grand nombre de réacteurs nucléaires. Ça fait peur d'imaginer le coût de telles expériences. Le docteur Robert Basser a estimé qu'une mission sur Titan composée de 400 personnes disposant de tout le nécessaire pour vivre, ainsi que son soutien et son approvisionnement ultérieur, coûterait environ 16 milliards de dollars par an. Mais la plus grande difficulté, ce ne sont pas l'argent ou les ressources, mais la distance. Avec le niveau actuel de développement de l'industrie spatiale, il faudrait environ 7 ans pour voyager jusqu'à Titan. Ce qui rend la mission de colonisation extrêmement difficile à réaliser, car la distance entre la Terre et Titan est de 1,2 milliard de kilomètres. C'est pourquoi, même si Titan est beaucoup plus intéressant et prometteur, la colonisation de Mars semble plus réaliste pour les prochaines années, car la distance jusqu'à Mars est tout de même 21 fois moindre. Néanmoins, les scientifiques sont pleins d'enthousiasme, et pour les prochaines décennies, les terriens ont de nombreux projets pour l'exploration future de Titan. Par exemple, d'ici 2027, il est prévu de lancer la mission Dragonfly, qui prévoit de déposer sur Titan un appareil volant unique dont l'objectif sera de rechercher des traces d'abiogénèse. L'abiogénèse désigne la transformation de la matière inerte en matière vivante et la recherche des zones favorables à la vie. Compte tenu des 7 années nécessaires à l'appareil pour atteindre Titan, il nous faudra attendre environ 15 ans pour obtenir les résultats de la mission. Mais Hubble essaiera de rendre cette attente plus agréable pour vous. Attention, ici c'est RUN TV à l'antenne. Oh pardon, on s'est laissé emporter, c'est toujours la chaîne Hubble. Mais le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est clairement lié à l'ufologie et aux mythes qui entourent cette pseudoscience. En particulier, vous découvrirez ce qu'est le sexe extraterrestre, si la théorie de la panspermie est justifiée, et vous répondrez également à la fameuse question « Alors, où sont-ils tous ?» Alors, prenez du popcorn et trouvez un point d'appui solide. Ça va chauffer. Commençons par le dernier point. Un jour, le physicien italien Enrico Fermi, qui a d'ailleurs créé le tout premier réacteur nucléaire au monde, s'est demandé pourquoi, durant toute l'existence de la civilisation humaine, nous n'avions jamais rencontré d'extraterrestres ni capté un seul signal radio extraterrestre compréhensible. Et cela malgré des arguments solides en faveur d'un univers densément peuplé. Et où sont les sondes venant d'Alpha du Centaure? Où sont les navettes avancées? Où sont les réponses? Nous continuons obstinément à mener un monologue avec le macrocosme, en espérant que l'équation de Drake soit juste et en envoyant des salutations dans le vide. L'espoir de trouver des semblables a donné naissance au projet SETI, une campagne mondiale pour la recherche de civilisations extraterrestres. Mais le succès de cette entreprise reste très incertain depuis déjà 60 ans. Ne nous comportons pas comme des sectes telles que les témoins des extraterrestres ou les adventistes de la 7e planète, essayons plutôt d'examiner la situation de façon aussi critique que possible. Les tentatives de prouver l'existence des extraterrestres, de trouver des signes de vie microscopiques sur d'autres corps célestes, d'interpréter des photos montrant des extraterrestres ou de décrypter la nature des signaux cosmiques se brisent invariablement sur les récifs d'une dure réalité. Par exemple, le signal WOW. C'est la preuve la plus célèbre à ce jour de l'existence des extraterrestres. Il a été enregistré par le radiotélescope Grande Oreille le 15 août 1977. WOW est un code alphanumérique unique, 6QUJ5, considéré comme une tentative d'une civilisation de contacter les terriens.
L'impulsion radio serait venue de la constellation du Sagittaire. Voilà donc la preuve réelle. Pas du tout, ce ne sont que des fantasmes et des faits inventés. Les sursauts radio rapides intriguent les astrophysiciens depuis longtemps et leur origine est attribuée à des explosions d'étoiles à neutrons, à des pulsations de magnétars, au passage de comètes et même à des traces d'activité de vaisseaux spatiaux. Mais hélas, malgré tous les efforts des astronomes pour capter à nouveau le signal WOW, ces tentatives sont restées vaines. La grande majorité des scientifiques pensent que les soi-disant preuves radio de l'existence d'extraterrestres ne sont rien de plus que des signaux réfléchis par des fragments de débris spatiaux ou un four à micro-ondes ouvert au mauvais moment sur le site de l'observatoire. Alors, ces signaux résultent-ils d'une mauvaise interprétation, les extraterrestres étant un mythe absurde ? Alors posons la question directement, êtes-vous vraiment sûr d'avoir cherché partout ? Partout où l'humanité peut se rendre pour l'instant. Mais tout d'abord, la planète martyre Mars a été choisie comme point de départ pour les recherches. L'humanité envoie encore des armadas de sondes vers Mars, animées d'un désir maniaque de trouver des preuves d'une vie passée ou présente. De plus, certaines personnes tenaces, comme l'écrivain et futurologue anglais Sir Arthur Clarke, ont tenté de voir sur la planète rouge des choses qui ne lui sont pas propres. En 2000, le Britannique a pris cette photo sur le site de la NASA et il a commencé à affirmer que sur Mars, une végétation luxuriante prospère, que les sondes maladroites sont incapables de distinguer. Comme on pouvait s'y attendre, cette déclaration retentissante s'est avérée être un faux. Ce que vous voyez sur la photo, ce ne sont que des dunes de sable surmontées de calottes de carbone gelées. Et il n'y a aucun paysagiste martien. Heureusement, Clarke ne s'est pas comporté comme Charles Kraus, qui proposait de fabriquer sur Terre un miroir cyclopéen pour graver un message directement à la surface de Mars. Ou, comme le mathématicien Gauss, passionné par l'idée de semer une grande partie de la Sibérie avec un triangle de blé illustrant le théorème de Pythagore, pour que, soi-disant, les Martiens admirent l'intelligence collective de la Terre. Autrement dit, ici aussi, il s'agit d'un battage médiatique vide, sans résultat concret. Est-il possible qu'au cours de toute l'existence de l'humanité, il n'y ait eu aucune preuve réelle de la présence d'extraterrestres, ni même de tentative des extraterrestres de nous contacter? Passons sous silence les pyramides de Gizeh. Où se cachent-ils? Dans les océans sous-glaciaires, sur les super-terres, dans les trous de verre ou dans les nuages d'énergie noire? En attendant une réponse, examinons l'apparence des humanoïdes, comme les appellent les ufologues amateurs. Les informations varient énormément. Certains décrivent une créature humanoïde de très grande taille, tandis que d'autres parlent de pygmées verts avec de grosses têtes sur un corps chétif. Dans la pseudoscience de l'ufologie, les extraterrestres sont appelés les gris. Ce sont eux qui sont le plus souvent mentionnés par les témoins et que l'on retrouve dans les films de science-fiction. Le témoignage oral le plus retentissant concernant l'activité des ovnis sur Terre est apparu en septembre 1961. En ce jour mémorable a eu lieu l'enlèvement du siècle. Les époux Betty et Barney Hill rentrèrent chez eux le soir à bord de leur Chevrolet. Ils revenaient des chutes du Niagara et étaient très animés. Et soudain, comme le veut le genre, le couple aperçut un point lumineux qui se déplaçait de façon chaotique sur le velours du ciel nocturne. Il est clair que les perfides extraterrestres ont enlevé le couple et, après avoir bien fouillé dans le cerveau des Américains, les ont relâchés chez eux. Après, Betty a fait des cauchemars et le couple a consulté un psychiatre. Fait intéressant, lorsque le couple a été placé sous hypnose, les récits du mari et de la femme sur les extraterrestres à la tête en forme de poire, qui les examinaient dans une étrange pièce à bord d'une soucoupe volante, coïncidaient en grande partie. C'est une bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que la description des extraterrestres ressemblait étrangement aux personnages de la série télévisée Au-delà du réel, qui avait été diffusée quelques semaines auparavant. Mais Betty a également présenté une preuve matérielle, une carte stellaire indiquant l'endroit d'où venaient ces visiteurs. Plus précisément, elle a décrit à quoi ressemblait le schéma. L'astronome amateur Marjorie Fish a recréé l'atlas stellaire dans la réalité. Et allez-y doucement avec l'ironie, pour les adeptes de l'ufologie, cet artefact est comme la Bible pour les chrétiens. Quoi qu'il en soit, il s'est avéré par la suite que la carte n'était pas précise, que l'hypnose régressive est une méthode peu fiable et que l'incident lui-même est extrêmement improbable. Pour paraphraser une célèbre expression du roman de Gorky, y a-t-il vraiment eu contact? Peut-être qu'il n'y a même pas eu de contact. Même si nous disposons de très peu de preuves de l'existence de civilisations extraterrestres, il existe tout de même des théories sur l'origine de l'humanité qui sont directement liées à l'espace. Nous en arrivons donc à l'hypothèse de la panspermie qui affirme que, il y a très longtemps,
quelqu'un a ensemencé la Terre. En somme, les humains viennent-ils des extraterrestres ? C'est possible car des biologistes pensent que certaines parties de notre ADN auraient une origine non terrestre. Le premier à proposer l'idée de la panspermie n'était autre que le philosophe athénien Anaxagore. Trop folle pour attirer des adeptes, la théorie n'a été soutenue par Hans Richter que plusieurs siècles plus tard. Le problème, c'est que les scientifiques n'ont trouvé que des déceptions en cherchant ces graines sur les météorites. Les interprétations étaient fausses ou les micro-organismes étaient terrestres. Il s'avère donc que là aussi c'est un échec. Pour finir, parlons du sujet le plus brûlant, promis au début de la vidéo, le sexe avec des êtres extraterrestres. Si les extraterrestres sont aussi nombreux sur Terre que l'affirment les témoins, il serait logique de supposer qu'on pourrait faire plus ample connaissance avec eux. En 1930, un crâne de structure anormale a été découvert sur le territoire du Mexique. Selon les ufologues et autres partisans du complot extraterrestre, le crâne appartiendrait au fruit de l'amour entre un humain et un extraterrestre. Voilà ce qu'il en est. Les pseudo-scientifiques gênés précisent souvent qu'il n'y a sans doute pas eu d'amour passionné, car les civilisations extraterrestres disposent sûrement d'une technologie d'intervention génétique à distance. Quoi qu'il en soit, après un certain temps, les scientifiques, grâce à l'analyse de l'ADN mitochondrial conservé dans l'os du bébé extraterrestre abandonné, ont déterminé que le crâne appartenait à un enfant ordinaire, né avec une grave pathologie, l'hydrocéphalie. On pourrait penser que c'est tout, qu'on ne peut pas aller plus loin ? Pour ne pas ébranler votre foi en l'humanité et en son esprit éclairé, nous n'essaierons même pas de donner des statistiques sur le nombre de personnes qui pensent avoir été enlevées par des extraterrestres uniquement pour des expériences sexuelles. Bref les gars, pendant que nous préparions cette vidéo, aucun extraterrestre n'a avec indignation démenti nos mensonges, ni souhaité devenir consultant, ce qui nous amène à une triste conclusion. Les rumeurs sur la zone 51 sont grandement exagérées. On attend vos likes, commentaires et abonnements. Appuyez sur la cloche pour ne rien manquer d'important. Parlons franchement.